Voilà, dans cette deuxième partie consacrée au calcul des probabilités, on va vous donner une introduction générale dans laquelle on va vous montrer quel est l'intérêt des probabilités. Après, on va vous donner le vocabulaire utilisé dans le cadre des probabilités, la définition d'une probabilité, et on va terminer avec les probabilités conditionnelles. Maintenant, si vous regardez, ou bien si nous regardons ensemble l'introduction, on peut vous montrer que le calcul des probabilités intervient dans plusieurs domaines, dans les sciences économiques, sciences sociales, finances, assurances, ingénierie, sciences de la vie, sciences de la terre, physique, et ainsi de suite. C'est la seule raison, pour la seule raison qu'on est confronté à des phénomènes aléatoires, c'est-à-dire il y a des choses qui existent dans les observations qui sont inconnues. Le calcul des probabilités, tout simplement, c'est une sorte de modélisation mathématique qu'on essaye d'utiliser afin de trouver la probabilité de quelque chose qui nous intéresse ou bien pour faire par la suite des prévisions et de prendre une décision. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Donc, c'est-à-dire, quand on utilise les probabilités, c'est pour prévoir le temps qu'il fera demain, c'est-à-dire c'est dans le cadre de la météorologie. On peut prévoir ou prédire le prix d'une action boursière, c'est-à-dire si on s'intéresse à une certaine action dans la bourse, donc ça c'est le cas de la finance. On peut estimer la proportion, c'est-à-dire le pourcentage des boîtes de conserve abîmées dans un grand lot de boîtes de conserve, ou dans d'autres domaines. Donc ça, c'est tout simplement juste quelques exemples, mais la liste n'est pas exhaustive. Maintenant, l'étude de chaque phénomène commence par... Vous avez un petit schéma qui vous donne une idée générale sur l'utilisation ou la technique à utiliser. Premièrement, on collecte les données, c'est-à-dire on ramasse les données, les observations. On va faire une sorte de modélisation en utilisant la statistique descriptive et les probabilités. Une fois qu'on a terminé avec ça, on va prendre une conclusion et prendre des décisions. La modélisation consiste à déterminer un modèle qui explique le mieux possible ce phénomène en se basant sur les résultats de la statistique descriptive, la théorie des probabilités, d'où l'intérêt d'un cours de calcul de probabilité. Donc c'est un cours qu'on va vous donner qui est très simple et qui est vraiment adapté au niveau des étudiants S3 de SVI, STU. Maintenant, on va vous donner quelques définitions, c'est-à-dire le vocabulaire utilisé dans le cadre du calcul de probabilité. On va commencer par une expérience aléatoire. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? Une expérience aléatoire, c'est une action qui débouche sur plusieurs résultats possibles. Ou bien parfois, on peut dire une expérience aléatoire, c'est une expérience pour laquelle on ne peut pas déterminer le résultat qu'on peut avoir à l'avance, ou bien on peut dire qu'une expérience aléatoire, c'est une expérience, même si on la répète plusieurs fois, on ne peut pas donner le résultat. Donc il s'agit tout simplement, une fois qu'on a une expérience aléatoire, il faut recenser l'ensemble des résultats possibles. Les résultats issus d'une certaine expérience aléatoire sont appelés souvent éventualités ou bien événements élémentaires. Donc événement, je vais vous dire par la suite quelle est la définition exacte d'un événement et qu'est-ce que c'est qu'un événement élémentaire. Ou bien tout simplement, on peut dire une éventualité, c'est un résultat de l'expérience. Vous avez ici quelques exemples pour mettre en évidence une expérience aléatoire et après on va parler des événements. Je prends une expérience 1 qui est très simple, pour laquelle on va jeter un dé cubique qui contient 6 faces. Et vous savez très bien qu'un dé contenant 6 faces, sur chaque face vous avez un point, c'est-à-dire on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et on lit le numéro de la face supérieure. Donc c'est-à-dire le résultat qui va nous permettre de déterminer le résultat obtenu, c'est celui qui se trouve sur la face supérieure. Une autre expérience, c'est-à-dire je peux jeter à la fois 2 dés,
et on note les sommes, les deux numéros obtenus, c'est-à-dire tout simplement lorsque je lance le premier dé et un deuxième dé en même temps, je peux obtenir soit un 1, un 2, un 3, un 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 6, etc. 6, 1, 6, 2, 6, 6. Donc ça, c'est-à-dire un résultat, ça va être sous la forme d'un certain couple. Une troisième expérience, c'est tirer, donc vous avez un jeu de cartes qui contient 52 cartes, et vous essayez de tirer une carte dans un jeu de dans ce jeu de cartes qui contient les 52 cartes. Donc, tout ça, donc vous avez ici 3 exemples qui vous permettent de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Maintenant, je reviens vers vous pour donner la définition d'un événement. Un événement, c'est tout simplement, on peut dire que c'est une partie de l'ensemble des résultats de l'expérience. C'est un sous-ensemble de l'ensemble. Il y a une autre définition qu'on peut donner pour un événement en vous disant un événement, c'est quelque chose qui peut arriver ou ne peut pas arriver à travers une expérience aléatoire. Donc là, je vais vous donner aussi quelques exemples concernant les événements. Si je prends l'expérience numéro 1 de tout à l'heure dans la diapositive précédente, dans laquelle on vous dit on va lancer un dé à 6 faces, un dé cubique à 6 faces, et je considère l'ensemble qui correspond à obtenir un nombre impair, c'est-à-dire je vais lancer le dé et je propose l'événement ou l'ensemble qui consiste à obtenir un nombre impair. Donc si je veux représenter cet ensemble à l'aide des résultats de l'expérience, c'est un ensemble qui va être formé par 1, 3 et 5. Si je considère un autre événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 3, ça peut être l'ensemble A2 qui contient les résultats de l'expérience qui sont 1, 2 et 3. On peut prendre un autre exemple qui est l'événement, la somme des deux numéros obtenus est 5, c'est-à-dire ici on va jeter 2 dés et on va regarder la somme des deux résultats obtenus par les 2 dés. Donc, et cette somme doit être égale à 5. Donc, tout simplement, je peux avoir le résultat de 5, de 3, parce que 2 plus 3, ça fait 5. 1, 4, ça fait 5. 3, 2, ça fait 5. Et 4, 1, ça fait 5. Voilà quelques exemples qui vous donnent une idée générale sur un événement. Maintenant, il y a une troisième définition concernant l'ensemble fondamental, ce qu'on appelle l'ensemble fondamental ou l'univers. C'est l'ensemble tout simplement de l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Cet ensemble est souvent noté oméga. Donc là aussi je vais prendre un exemple, c'est-à-dire je lance un dé à 6 faces. L'ensemble de tous les résultats possibles, oméga, c'est l'ensemble qui contient les résultats 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si je considère maintenant une pièce de monnaie que je vais lancer, alors la pièce de monnaie va me donner les résultats qui sont pile face, donc oméga qui est l'ensemble de tous les résultats possibles, ça va être l'ensemble qui contient les résultats pile et face. Donc là vous avez quelques exemples concernant l'ensemble fondamental. Donc si vous comprenez très bien, c'est-à-dire on fait une expérience aléatoire, une fois qu'on a une expérience aléatoire, on peut noter tous les résultats possibles, et l'ensemble qui contient tous les résultats possibles, ce n'est rien d'autre que oméga. Maintenant, un événement, comme j'ai dit tout à l'heure, on va revenir vers vous pour vous donner un événement, on peut vous dire qu'un événement est tout simplement un sous-ensemble de oméga. Donc c'est une partie de oméga. Vous savez très bien que oméga, si on a un ensemble, on peut fabriquer ou construire ou bien donner l'ensemble de toutes les parties de oméga. Donc si A est inclus dans oméga, on peut dire que A appartient à P de oméga parce que P de oméga c'est l'ensemble des ensembles. Oméga est un élément de ça, parce que ça devient tout simplement un oméga parce qu'il est un élément de l'ensemble des parties. Oméga c'est l'ensemble certain. Qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble certain? C'est-à-dire c'est un ensemble qui peut être toujours réalisé
à coup sûr, c'est-à-dire on peut l'avoir à 100%. L'ensemble vide, c'est l'événement impossible, c'est-à-dire c'est l'événement qui ne contient aucun résultat de l'autre. C'est un événement qui ne peut pas se réaliser. Par exemple, si je vous dis je lance un dé et je considère l'événement obtenir un 7, je sais très bien que le dé ne contient pas de 7, donc c'est-à-dire c'est un événement qui ne va pas se réaliser, il est impossible. Maintenant, on va vous donner quelques exemples concernant un événement élémentaire. Donc, si je considère toujours le lancer du dé, je sais très bien que le dé va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je considère tout simplement le résultat qui contient un seul, c'est-à-dire l'ensemble qui contient un seul résultat, c'est le singleton 1, je peux dire que ça, c'est un événement élémentaire. Il est indivisible. 2, c'est tout simplement c'est un événement élémentaire, et ainsi de suite. Donc, un événement élémentaire, c'est un événement qui contient tout simplement un seul résultat de l'expérience. On peut parler, donc avant de vous donner ça, on peut aussi parler ici d'un événement composé. Un événement composé, c'est un événement qui contient plusieurs résultats de l'expérience. Et là, je reviens vers cette diapo. Par exemple, si je considère le lancer du dé, je considère l'événement A1, je sais que l'événement A1, c'est l'événement qui contient les nombres ou les numéros impairs, donc ça va être 1, 3, 5. Donc là, je peux dire que l'événement A1 est un événement composé parce qu'il contient plusieurs résultats de l'expérience. Voilà tout simplement la définition générale d'un événement et pour lequel on donne la signification d'un événement certain, signification d'un événement impossible, signification d'un événement élémentaire et événement composé. Maintenant, je vais vous donner ici dans cet exemple comment chercher l'ensemble des parties de oméga. Supposons que je lance la pièce de monnaie, donc ça c'est une expérience aléatoire qui va me donner les résultats pile et face. Donc oméga, c'est l'ensemble fondamental ou bien l'univers qui contient tout simplement deux résultats. Si je veux fabriquer l'ensemble, ou donner l'ensemble des parties de oméga, je sais très bien que l'ensemble des parties de oméga c'est l'ensemble vide, les singletons, donc pile et face, puis paire, pile et face qui est l'ensemble total. Donc à partir de là, vous voyez que oméga est un élément de ça, et ça c'est un élément aussi, ce sont des éléments. Donc là, si vous avez, donc ça c'est tout simplement le cardinal de P de A. Donc là c'est très facile à connaître. Si vous avez un ensemble oméga qui contient deux éléments, donc le cardinal de oméga est égal à 2, le cardinal de P de oméga est égal à 4. Si jamais je prends un événement oméga qui contient 3 résultats, P de oméga, ça va être 2 à la puissance 3 qui est 8. D'une façon très générale, si vous avez un oméga, un ensemble fondamental qui contient un certain nombre de valeurs finies, donc c'est-à-dire le cardinal de l'ensemble des parties de oméga, ça va être 2 à la puissance le cardinal de oméga. Voilà comment on peut calculer le nombre. Le cardinal, c'est-à-dire c'est l'ensemble le nombre des éléments qui se trouvent dans l'ensemble des parties. L'univers oméga, donc ou bien l'ensemble fondamental, dépend de l'expérience considérée ou aussi du choix de celui qui construit le modèle. C'est-à-dire normalement on a l'expérience, après on va construire un modèle sur lequel on va se baser afin de définir ou de donner une définition générale de la probabilité, donc tout dépend de ça. Exemple, pour le lancer de dés, on peut choisir un pair-pair. Exemple, pour la durée de vie d'une composante électronique, c'est-à-dire la durée de vie de quelque chose, on peut choisir oméga égale 0 plus l'infini, c'est-à-dire la durée de vie, c'est un temps qui est positif. On dit un événement, donc là, vous avez une définition, on dit qu'un événement est réalisé s'il contient un résultat de l'expérience. Si l'événement considéré ne contient aucun résultat de l'expérience, c'est un événement qui n'est pas réalisé. Maintenant, langage des événements. Maintenant, on va revenir sur le langage des événements. Donc, c'est-à-dire, si je considère A un événement, je peux écrire A bar. A bar, c'est un autre événement. Donc, on peut dire que A bar
c'est un événement qui se réalise quand A ne se réalise pas. Ou bien on peut dire que A bar, c'est le contraire de A. Ou bien d'une manière générale, A bar, c'est l'ensemble qui contient les résultats de l'expérience qui ne sont pas dans A, parce que ce sont les éléments qui vont se trouver à l'extérieur de A. Voilà, donc ça c'est le complémentaire. Donc là, je vais prendre un exemple pour simplifier les choses. Lancer un dé. Quand je lance un dé, je peux écrire l'univers oméga qui est 1, 2, 6. Et les éventualités, ou bien ce sont les événements élémentaires 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ce sont des singletons. Et l'événement A qui contient tout simplement, c'est-à-dire je peux dire que je vais choisir l'événement qui contient un nombre pair, donc A ça va être 2, 4, 6. Si je cherche le contraire de A, ça va être A bar, c'est-à-dire ce sont les résultats de l'expérience qui sont dans oméga et qui ne sont pas dans A. Donc 1, c'est un élément qui se trouve dans oméga, qui n'est pas dans A. 3, c'est un élément qui se trouve dans oméga, qui n'est pas dans A. Et 5, c'est un élément qui se trouve dans oméga et qui n'est pas dans A. Maintenant, vous avez tout simplement, on peut dire que oméga et l'ensemble vide sont contraires. C'est-à-dire le complémentaire de oméga, c'est l'ensemble vide, et le complémentaire de l'ensemble vide, c'est oméga. C'est la raison pour laquelle on dit que oméga et l'ensemble vide sont contraires l'un par rapport à l'autre. Maintenant, ça c'est, je peux lire A inter B. Donc ça c'est le langage qu'on utilise souvent lorsqu'on travaille avec des ensembles, mais comme ici on travaille avec des événements. A inter B c'est un événement. On dit que A inter B, que cet événement est réalisé si et seulement si A se réalise et B se réalise. A union B, c'est un événement, c'est-à-dire on peut dire que l'événement qui est là, A union B, se réalise lorsque A se réalise ou B se réalise ou bien les deux se réalisent. Alors ici, pour simplifier les choses, je vais prendre toujours le dé que je vais lancer. Donc ça c'est l'expérience aléatoire qui va me donner les résultats 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends l'événement A qui contient tout simplement le résultat qui correspond à un résultat pair, donc c'est 2, 4, 6. Et B, c'est tout simplement l'événement qui est tombé sur un nombre, c'est-à-dire avoir un nombre inférieur ou égal à 3, donc c'est-à-dire 1, 2, 3. Si on cherche A inter B, c'est-à-dire c'est tout simplement les résultats de l'expérience qui se trouvent dans A et dans B en même temps. Donc là, si vous regardez, il y a un seul résultat qui se trouve dans les deux, c'est le singleton 2. Si par contre je prends A union B, c'est-à-dire il faut regarder les résultats qui se trouvent dans A ou B dans les deux en même temps. Donc je peux prendre 1, 2, 3 et je vais compléter par les résultats de B. Le 2 il est déjà pris, le 4 n'est pas pris donc il faut mettre ici dans le paquet et 6 n'est pas pris, il faut le mettre dans le paquet. Et là vous avez A union B, c'est-à-dire A union B se réalise lorsque A ou B se réalise, ou bien les deux, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si vous regardez maintenant l'événement A et B, et vous regardez, vous faites l'intersection entre A et B, vous allez voir que A inter B c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire il n'y a aucun élément qui se trouve dans les deux en même temps. Et à ce moment-là, on dit que A et B sont incompatibles. Donc ça c'est écrit. Lorsqu'on travaille dans le cadre des probabilités, on dit tout simplement que A et B sont incompatibles, ou bien parfois on dit que A et B sont mutuellement exclusifs. Maintenant, on peut parler de la différence. On peut dire A moins B est réalisé, donc ça c'est tout simplement la différence entre deux événements, est réalisée si A est réalisé et B ne l'est pas réalisé. C'est-à-dire, il suffit de prendre de A moins B, c'est tout simplement, il suffit de choisir les résultats qui se trouvent dans A moins ceux qui se trouvent dans B. Donc voilà, donc c'est-à-dire, il faut que le A tombe dans A et qu'il ne tombe pas dans B. Donc c'est-à-dire, il faut, si vous faites un petit schéma des deux événements A et B sous forme d'ensemble,
avec une certaine intersection. Donc A moins B, c'est tout simplement A moins les éléments qui se trouvent dans l'intersection entre les deux. Il faut faire attention ici, A moins B n'est pas égal à B moins A parce que la différence n'est pas symétrique. On peut parler aussi de A delta B, donc c'est tout simplement une sorte de différence symétrique. Et cette définition, c'est tout simplement A différence symétrique de B, c'est A moins B union B moins. C'est-à-dire c'est tout simplement les éléments qui se trouvent dans A, pour lesquels on ajoute les éléments qui se trouvent dans B, moins les éléments qui se trouvent dans l'intersection des deux. Il y a une autre propriété. Si A est inclus dans B, automatiquement la réalisation de A va impliquer la réalisation de B. Donc voilà quelques propriétés et j'espère qu'en TD on va vous donner des exercices d'application afin de manipuler ces opérations, ce qu'on appelle les opérations sur les événements qu'on va utiliser dans le cadre du calcul des probabilités. Maintenant, je reviens toujours vers oméga. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, oméga est un événement certain, c'est-à-dire il va se réaliser à coup sûr. Oméga, c'est l'ensemble. Donc, l'ensemble vide, c'est un événement impossible, c'est-à-dire c'est un événement qui ne peut jamais se réaliser. Deux événements A et B sont incompatibles ou bien mutuellement exclusifs, c'est-à-dire la réalisation de l'un exclut la réalisation de l'autre lorsque A inter B égale l'ensemble vide. Maintenant, si je lance un dé à 6 faces, je prends toujours le dé parce que c'est très simple et pour lequel on a plusieurs résultats. Donc ici, vous pouvez avoir un nombre impair et B avoir un nombre impair sont incompatibles parce qu'on ne peut pas, donc A inter B c'est l'ensemble vide, parce qu'on ne peut pas avoir un résultat pair et impair en même temps. Maintenant, c'est une remarque très importante parce que le oméga que j'ai défini tout à l'heure, qui est l'ensemble des résultats possibles qu'on obtient à partir d'une expérience aléatoire, peut avoir plusieurs formes. C'est-à-dire peut être un nombre fini, peut être fini, c'est-à-dire il contient un nombre fini de résultats, peut être infini dénombrable, c'est-à-dire il contient un nombre infini de résultats mais qu'on peut compter, ou bien un nombre infini non dénombrable, un nombre infini qu'on ne peut pas comptabiliser. Voilà, donc ça c'est tout simple. Oméga qui est l'univers, on arrive souvent à définir la probabilité d'un événement. Maintenant, on va vous donner tout simplement, parce que normalement il faut parler, il y a une certaine complexité de la définition des probabilités, mais on va essayer de faire les choses simplement. Je vais commencer par une définition qui est très simple, c'est ce qu'on appelle la définition de l'équiprobabilité. Si jamais oméga est fini, c'est-à-dire vous avez un nombre fini de résultats, ce qui veut dire que le cardinal de oméga est fini. Et là, je prends un événement quelconque, mais qui est égal à P de A. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir l'événement A. C'est le cardinal de A, c'est-à-dire c'est le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de résultats de l'expérience qui se trouve dans A, divisé par le nombre des cas possibles, c'est-à-dire l'ensemble, le cardinal de oméga qui est l'ensemble de tous les résultats possibles. Donc ça, à condition que chaque résultat de l'expérience a la même chance d'être réalisé. Donc là, je vais vous donner, donc ça c'est ce qu'on appelle l'équiprobabilité. Donc là, je reviens pour vous donner un exemple très simple. Si vous lancez un dé, et on va supposer que le dé est parfait. Quand on dit le dé est parfait ou bien équilibré, la probabilité d'avoir 1, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, chaque résultat de l'expérience a la même chance que les autres. Donc si je veux calculer la probabilité d'avoir un 6, c'est une chance sur 6. Si je veux avoir la probabilité d'avoir 2, c'est une chance sur 6, etc. Si par contre je considère l'événement
qui contient tout simplement les nombres pairs, et aussi très bien, je sais très bien que l'événement qui contient les nombres pairs, c'est l'événement qui va contenir 2, 4 et 6. Si je veux appliquer cette propriété, j'ai la probabilité de A, ça va être le cardinal de A qui est 3, divisé par le cardinal de oméga qui est 6, ça me donne 3 sur 6, ça fait 1 demi, donc c'est-à-dire j'ai une chance sur 2 pour avoir un tel résultat. Voilà, maintenant je vais vous donner un autre exemple, très simple aussi. Au lieu de travailler avec le dé ou bien la pièce de monnaie, on peut travailler avec une urne, c'est-à-dire c'est un sac qui contient des boules. Et on va supposer que dans ce sac, on a tout simplement deux boules. Il y a une boule blanche et une boule noire. Et on fait deux tirages avec remise, c'est-à-dire je tire la première boule, je constate le résultat, je remets la boule dans le sac et je tire une deuxième boule. Donc ça c'est une expérience aléatoire. La question qui se pose, quelle est la probabilité d'avoir deux boules noires? Donc avant de calculer la probabilité, on va déterminer le oméga. Le oméga, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Donc je peux avoir noir-noir, je peux avoir blanche-blanche, je peux avoir blanche-noire, comme je peux avoir noir-blanche. Donc là, si vous regardez, donc les boules sont identiques de forme pour ne pas faire la différence. Donc il y a équiprobabilité de tirer une boule blanche ou bien une boule noire. C'est une chance sur deux d'avoir boule blanche, une chance sur deux d'avoir une boule noire. Donc là, le cardinal de oméga il est égal à 4 parce qu'on a 4 résultats. Maintenant, avoir deux boules noires, c'est tout simplement l'événement qui contient le résultat noir-noir. Donc si j'applique ici ma définition pour calculer la probabilité de A et je me base sur la propriété d'équiprobabilité, j'ai le cardinal de A divisé par le cardinal de oméga, ça fait un résultat sur 4, c'est-à-dire j'ai un quart. Voilà. Ou bien si je veux travailler en termes de pourcentage, j'ai 25% de chance d'avoir deux boules noires. Maintenant, prenons un autre exemple. C'est toujours une urne, un sac qui contient, mais maintenant 4 boules. Rouge, verte, jaune et blanche. On effectue 3 tirages avec remise, c'est-à-dire je vais tirer première boule, je constate le résultat, je mets. Deuxième tirage, je remets. Troisième tirage, je remets pour définir tout simplement. Donc là, si vous regardez, je vais utiliser tout simplement, je vais chercher le cardinal de oméga. Le cardinal de oméga, donc c'est-à-dire pour le premier tirage, j'ai 4 possibilités de tirer une boule. Pour le deuxième tirage, j'ai 4 possibilités de tirer une boule. Et pour le troisième tirage, j'ai 4 possibilités de tirer une boule. Donc c'est-à-dire j'ai 64 possibilités de faire l'expérience aléatoire. Donc le cardinal de oméga est égal à 64, c'est ce qu'on appelle le principe multiplicatif. Maintenant, la question qui se pose, c'est avoir deux boules blanches exactement, c'est-à-dire avoir deux boules blanches et une boule quelconque. Donc la place des deux boules blanches, c'est-à-dire je peux avoir, donc si vous regardez maintenant, on va simplifier, si choisir deux boules blanches parmi les trois, donc on utilise les combinaisons, et il y a 3 possibilités d'avoir les deux boules blanches. Donc les 3 possibilités, ça veut dire je peux avoir blanche, blanche et une autre non blanche. Je peux avoir blanche, non blanche, blanche, comme je peux avoir non blanche, blanche et blanche. Donc c'est-à-dire j'ai 3 possibilités pour placer les deux boules blanches par rapport aux 3 boules tirées. Et ça va me donner tout simplement le probabilité de A. Ça fait le cardinal de A divisé par le cardinal de ça. Donc c'est-à-dire si vous cherchez le nombre de combinaisons de 2 parmi 3, ça fait factoriel 3 sur factoriel 1, ça fait, donc c'est tout simplement ici, vous allez avoir 3 fois 3, ça fait 9, donc ça fait 9 sur 64, ça fait une chance sur 4. Voilà un autre exemple pour lequel on peut utiliser l'équiprobabilité. Et cette définition d'équiprobabilité, il faut faire attention parce que là, il y a une propriété fondamentale que j'ai utilisée, c'est que j'ai utilisé un tirage avec remise. Donc, c'est-à-dire les chances
de tirer une boule à chaque fois restent les mêmes. Maintenant, vous avez quelques propriétés concernant la probabilité. La probabilité d'un événement A plus la probabilité de son complémentaire, c'est toujours égal à 1 pour n'importe quel événement. Si vous avez deux événements A et B, et on vous demande de calculer la probabilité d'avoir A ou B, c'est-à-dire l'union, c'est la probabilité d'avoir A plus la probabilité d'avoir B moins la probabilité de l'intersection. Troisième propriété, si A est inclus dans B, automatiquement la probabilité de A reste inférieure ou égale à la probabilité de B. Donc voilà, donc ça c'est la définition très simple lorsque on travaille avec l'équiprobabilité. Mais parfois, c'est-à-dire on a et pour lequel oméga est fini. Mais il arrive parfois que le oméga n'est pas fini et ça pose des problèmes. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner tout simplement une définition axiomatique et vous montrer qu'une probabilité, c'est tout simplement une sorte d'application qui, à chaque événement, on fait associer une certaine valeur numérique, et cette valeur numérique, elle est comprise entre 0 et 1. Donc voilà, on appelle tribu. Donc tout simplement tribu, c'est l'ensemble des parties de oméga. Il est là. C'est un ensemble qui contient oméga. C'est un ensemble pour lequel, si on a un événement qui est dedans, le A bar, il va rester dedans, c'est ce qu'on appelle la propriété de stabilité. Et si je prends une famille d'événements dénombrables, c'est-à-dire je considère plusieurs événements, qui sont à l'intérieur de cette tribu, je peux parler de l'union. Donc si je fais l'union des événements que je possède, je reste à l'intérieur de l'ensemble grand A que j'appelle tribu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la stabilité de l'ensemble par l'union. Voilà, donc ça, c'est tout simplement, on est obligé de vous donner une telle définition concernant la tribu, afin de définir d'une manière générale une probabilité. On appelle probabilité, c'est une application définie sur oméga A, c'est-à-dire pour chaque événement A, on va associer une image P de A, et cette image P de A, c'est une quantité numérique qui va se trouver dans le segment 0, 1. Donc, c'est-à-dire la probabilité d'un événement toujours, il est supérieur ou égal à 0, et il est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas avoir une probabilité négative et on ne peut pas avoir une probabilité qui dépasse la valeur 1. Vous avez tout simplement ici, puisque c'est une application de ça, doit vérifier quelques propriétés. La première propriété, que l'image de oméga par P est égale à 1, c'est-à-dire la probabilité de l'événement oméga. J'ai dit tout à l'heure que oméga c'est l'événement certain. C'est un événement qui va se réaliser à coup sûr. Donc ça veut dire la probabilité d'un tel événement est égale à 1. Il va se réaliser à 100%. Si je prends une suite d'événements qui sont incompatibles 2 à 2, c'est-à-dire, supposons que je travaille seulement avec deux événements A1, A2, donc sont incompatibles, ça veut dire que A1 inter A2 est égal à ensemble vide. Et je veux calculer la probabilité de A1 union A2, c'est automatiquement la probabilité de A1 plus la probabilité de A2. Si je travaille avec 3 événements, ça va être la même chose. Si je travaille avec plusieurs événements, la probabilité d'avoir l'union, c'est exactement la somme des probabilités. C'est ce qu'on appelle la sigma additivité. Maintenant, remarque sur l'incompatibilité. Donc, si vous avez deux événements A et B sont incompatibles, alors la probabilité de A1 union AB, si je regarde la définition précédente, ça va être la probabilité de A1 plus la probabilité de A2. Alors, normalement, c'est moins la probabilité de l'intersection, mais comme A1 et A2 sont incompatibles et que A1 inter A2 est égal à l'ensemble vide, la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. Voilà, donc tout simplement, si jamais le oméga est fini, si je veux calculer la probabilité de A, il suffit tout simplement de calculer la probabilité que chaque
résultat de l'expérience va être réalisé. Donc il suffit de faire la somme et vous avez la probabilité globale. Voilà, donc là vous avez un exemple très simple concernant le calcul des probabilités. Supposons que je fais une expérience aléatoire qui a 7 résultats possibles. Donc là, je fais l'expérience. Donc oméga 1, c'est le premier résultat, deuxième résultat, troisième, septième résultat de l'expérience. Et pour chaque résultat de l'expérience, j'ai une probabilité. Donc c'est-à-dire la probabilité que le premier résultat, que le résultat 1 se réalise, c'est 0,2. Le deuxième, c'est 0,1, 0,1, 0,3, 0,1. Donc si vous faites la somme de toutes les probabilités, c'est exactement 1 parce que là, quand on fait la somme de toutes les probabilités des résultats obtenus, ce n'est rien d'autre que la probabilité de oméga. Considérons maintenant un événement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, un événement, c'est un sous-ensemble de oméga grand oméga. Donc je vais considérer l'événement A, qui est égal à, qui contient le résultat 2, le résultat 4 et le résultat 5. Si je veux calculer la probabilité de A, ça va être la probabilité que A2, le deuxième résultat, se réalise, plus la probabilité que le quatrième résultat se réalise, plus la probabilité que le cinquième résultat se réalise. Donc vous allez avoir 0,10 plus 0,30 plus 0,15, donc ça fait 0,55. Voilà la probabilité d'un tel événement. Je peux remplacer, c'est-à-dire ces résultats par d'autres résultats. Le principe va être le même. Maintenant, j'ai terminé avec les probabilités. Donc là, on arrive à la phase des probabilités. Donc c'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. Il arrive parfois qu'on a une information qu'il faut utiliser afin de déterminer la probabilité d'un tel événement. Et quand on a une information à exploiter, on va utiliser tout simplement ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. Alors je vais vous donner la définition générale d'une probabilité conditionnelle. Et pour ça, je vais considérer tout simplement deux événements A et B. Donc là, A et B, ce sont deux événements. Donc c'est-à-dire A est une partie de oméga, B est une partie de oméga. Et je vais supposer que la probabilité de A est strictement positive. Alors maintenant, si je veux chercher la probabilité de B, sachant A, on peut lire aussi la probabilité de B étant donné A. Ou bien on peut dire la probabilité de B conditionnellement à A, c'est exactement égal à la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A. C'est la raison pour laquelle j'ai supposé que la probabilité de A est strictement positive, parce que si la probabilité de A est égale à 0, donc ça va me donner quelque chose qui est égal à l'infini, et ce qui est absurde. Donc ça, c'est l'interprétation mathématique. Mais il y a une autre interprétation pratique. Lorsqu'on a un événement dont la probabilité est positive, ça veut dire que c'est un événement qui peut se réaliser. Et un événement qui peut se réaliser, c'est un événement qui contient une information, donc c'est-à-dire il faut l'utiliser et utiliser l'information qu'il contient. Voilà la raison pour laquelle on suppose que la probabilité de A est positive. Maintenant, ça c'est tout simplement ce que je viens de vous dire oralement, il est écrit. C'est la probabilité de chercher A, sachant que A, la probabilité d'avoir B, sachant que A est réalisé. On dit couramment probabilité de B sachant A étant donné A ou bien conditionnel. Maintenant, je vais vous donner un exemple dans lequel on va mettre en évidence probabilité conditionnelle. J'ai parlé tout à l'heure d'un jeu de cartes de 52, je peux prendre un jeu de cartes qui contient seulement 32. Donc je peux réduire le nombre. Et là, on va extraire deux cartes, mais sans remise. C'est-à-dire, je vais tirer la première carte, je vais la laisser de côté, après je vais tirer une deuxième carte. La première carte, on vous dit, tirer est un roi. Donc je tire la première carte, je regarde, première carte, c'est le roi. Donc j'ai une information et je dois exploiter cette information lorsque je vais passer au deuxième tirage. La question qui se pose, quelle est la probabilité que la deuxième carte soit aussi un roi?
Donc ici, c'est la probabilité que la première est un roi et que la deuxième carte est un roi. Donc si vous regardez, la probabilité de B, donc c'est-à-dire là je vais distinguer entre les deux événements, il y a l'événement A. Donc là, il y a l'événement A qui consiste à dire la première carte tirée est un roi et l'événement B, la deuxième carte tirée est un roi. Je sais très bien que dans un jeu de cartes, il y a 4 rois. J'ai déjà tiré un roi au premier tirage. Donc il va me rester dans le lot, dans le paquet, seulement 3 rois. Et il va me rester au total 31 cartes. Donc ça veut dire la probabilité d'avoir un roi au deuxième tirage, c'est tout simplement 3 chances, c'est-à-dire 3 rois, parce qu'il me reste 3 rois, divisé par le nombre total des cartes qui est 31. Voilà, donc ça c'est le calcul direct qu'on peut utiliser afin de donner la probabilité de B sachant A. Maintenant, la probabilité de A. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi la probabilité de A? La probabilité de A, c'est quelque chose que je peux calculer parce que c'est la probabilité que la première carte tirée est un roi. Donc, je sais très bien que dans le paquet, j'ai 4 rois et que le nombre de cartes au début, c'est 32. Donc, j'ai 4 chances sur 32. La question qui se pose maintenant, pour répondre à la question exactement qui est posée, quelle est la probabilité que la deuxième carte soit aussi un roi? C'est-à-dire, c'est la probabilité que la première carte est un roi et que la deuxième carte est un roi aussi. Donc là, il s'agit de définir tout simplement, donc là, je peux utiliser tout simplement les arrangements ou bien utiliser la définition des probabilités conditionnelles. Donc là, si je veux chercher la probabilité de A inter B, ça va être la probabilité de B sachant A multipliée par la probabilité de A. Donc il y a tout simplement, c'est une autre écriture de la probabilité conditionnelle à l'aide de la probabilité de l'intersection. Donc si vous regardez ici, donc là c'est le calcul direct à partir en utilisant les arrangements, etc. Mais si la probabilité de A inter B, ça fait la probabilité de B sachant A qui est là, multiplié par la probabilité de A et ça va nous donner le même résultat. Donc ça fait 3 chances. Donc la probabilité de A inter B, donc il suffit de faire le calcul et ça va nous donner tout simplement 3 multiplié par 4, ça fait 12, divisé par 31, multiplié par 32, et ça va nous donner le résultat que la première carte soit un roi et la deuxième carte soit un roi aussi. Voilà un exemple pour lequel on peut calculer les probabilités conditionnelles, la probabilité de l'intersection en utilisant la définition du probabilité conditionnelle. Donc là, vous avez tout simplement quelques propriétés. On peut dire que la probabilité de A inter B, c'est égal à la probabilité de B sachant A fois P de B, si P de A est égal. Ou bien on peut conditionner par rapport à B. Regardez, donc là, je conditionne par rapport à A. Et là, je conditionne par rapport à B si la probabilité de B est positive. Donc ça, ce sont des formules mathématiques qu'on peut utiliser. Mais dans la réalité, il y a tout simplement un événement qui contient une information qu'il faut exploiter afin de déterminer la probabilité de l'autre. Maintenant, je vais prendre un jeu de cartes de 32 ou 52 et on fait 2 tirages avec remise. Donc ici, vous avez une propriété fondamentale, c'est-à-dire je tire la première, je regarde la carte, je remets la carte dans le paquet et je tire une deuxième fois. Quelle est la probabilité que la carte soit, la première soit un roi rouge et que la deuxième carte un roi noir. Donc ici, il suffit tout simplement de calculer la probabilité de l'intersection que la première carte soit un roi rouge et un roi noir. On sait très bien que dans un jeu de 32 cartes ou 52 cartes, il y a 4 rois. Il y a 2 rois qui sont rouges, il y a 2 rois qui sont noirs. Alors maintenant, pour répondre à la question
Donc, c'est-à-dire, on peut écrire l'ensemble oméga, c'est l'ensemble de tous les couples d'avoirs, donc des cartes à l'intérieur. A, la première carte est un roi rouge. B, la deuxième carte est un roi noir. Donc, la probabilité de A sachant B, la probabilité que la deuxième carte soit un roi noir, sachant que donc ça c'est l'intersection, pardon, ça c'est intersection. Donc il y a le symbole ici, c'est transformé, parce que là j'ai utilisé le PDF, normalement c'est la probabilité de A inter B, qui est égale à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A. Donc si vous regardez, la probabilité, donc là, pour la probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un roi rouge, c'est 2 sur 52. Comme je viens de dire que dans un jeu de 42, 52, il y a deux cartes, deux rois qui sont rouges, donc j'ai 2 chances sur 52 d'avoir un roi rouge. Maintenant, la probabilité de A sachant, de B sachant A, c'est-à-dire la probabilité que au deuxième tirage, ou bien la deuxième carte soit un roi noir, sachant qu'on a déjà tiré une carte avec un roi rouge, mais la carte elle est déjà remise dans le paquet. Donc c'est-à-dire au deuxième tirage, j'ai toujours 2 chances sur 52 parce que le nombre total de cartes il va rester le même, parce que là je vais travailler avec la propriété que je viens de dire ici, c'est-à-dire un tirage avec remise. Donc ça me donne ça qui est exactement la probabilité de B. Donc si vous regardez ici, on peut bien montrer que la probabilité de A inter B qui est déjà ici, c'est égal à 2 sur 52 multiplié par 100 qui est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc ça, c'est un exemple introductif pour vous donner une propriété fondamentale qui est souvent utilisée dans le cadre des probabilités lorsqu'on travaille avec des événements. Et c'est la propriété de l'indépendance. On dit que 2 événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Qu'est-ce que ça veut dire que les événements A et B sont indépendants? Ça veut dire que A ne vous donne aucune information sur B et que B ne vous donne aucune information sur le A. Donc si vous travaillez avec les probabilités conditionnelles, ça revient à dire que la probabilité de A sachant B, c'est exactement la probabilité de A, et que la probabilité de B sachant A, c'est exactement la probabilité de B. Donc il n'y a pas d'information qui circule entre les deux événements. Voilà la signification de l'indépendance au sens des probabilités pour des événements. Donc voilà ce que je viens de dire oralement, vous l'avez ici bien écrit. Donc A et B sont indépendants si seulement si la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de B, et que la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité, c'est-à-dire ils sont indépendants, il n'y a pas d'information qui circule. Donc ça veut dire que le 1 ne vous porte aucune information sur l'autre et que le B ne vous porte aucune information sur l'autre. Donc voilà, ce n'est plus le cas pour les tirages. Donc souvent, quand on va travailler dans le cas pratique, si je travaille avec un tirage avec remise, je fais une expérience mais avec remise. Donc là, c'est-à-dire les expériences sont indépendantes et quand les expériences sont indépendantes, ça veut dire que les événements vont être indépendants. Par contre, si je fais un tirage sans remise, donc là, il faut faire attention parce qu'il y a une information qui va circuler. Donc la propriété d'indépendance, c'est-à-dire les événements, ils restent dépendants. Donc là, ce que je viens de donner tout simplement sont indépendants si et seulement si la probabilité de A inter B égale la probabilité de A fois la probabilité de B. Maintenant, une fois qu'on a terminé avec la définition générale des probabilités conditionnelles et que la définition concernant 2 événements indépendants, il y a 2 propriétés fondamentales qu'on peut utiliser aussi. Il y a une propriété, ce qu'on appelle la probabilité, théorème de probabilité ou propriété des probabilités totales,
il y a une autre propriété qui est utilisée, c'est la formule de Bayes. Alors pour vous donner ces deux propriétés, on est obligé de vous donner tout simplement ce qu'on appelle une partition. Donc B1, B2, Bn. Donc c'est une suite d'événements de oméga. Donc c'est une partition, et une partition c'est tout simplement c'est oméga qu'on va partager sous forme de plusieurs événements qui sont B1, B2, Bn, mais une partition vérifie certaines propriétés. C'est que les parties sont 2 à 2 disjoints. Si je prends BI inter BJ, c'est toujours l'ensemble vide chaque fois que I est différent de J. Si je fais l'union de toutes les parties que j'ai ici, je récupère l'ensemble fondamental qui est l'ensemble de tous les résultats possibles. Il y a une propriété qu'on va ajouter ici, c'est que la probabilité de chaque partie est positive. Pourquoi? Parce que là, on travaille dans le cadre des probabilités et on doit utiliser des parties qui peuvent se réaliser. Donc, c'est-à-dire, il faut que la probabilité soit strictement positive pour dire qu'un tel événement va se réaliser. Donc maintenant, si je veux calculer la probabilité d'un événement quelconque, c'est P de A. Je peux utiliser cette partition B1, B2. Donc là, voilà, ça va être la probabilité de A, sachant BI, multiplié par la probabilité de BI. Je fais la somme de toutes les quantités. Donc d'une façon très détaillée, ça va être la probabilité d'avoir A, sachant B1 fois la probabilité de B1, plus la probabilité d'avoir A, sachant B2 fois la probabilité de B2, plus etc. jusqu'au dernier, qui est la probabilité d'avoir A, sachant Bn, multiplié par la probabilité de Bn. Donc ça, c'est ce qu'on appelle formule des probabilités totales. Maintenant, la formule de Bayes, on va toujours utiliser cette partition B1, B2, Bn. Et là, vous voyez que, c'est-à-dire, dans la question précédente, j'ai utilisé la probabilité de A sachant B. Mais il arrive parfois qu'il faut calculer la probabilité de la partie considérée, sachant la réalisation de A. Donc ici, ça va être égal à la probabilité, donc il faut inverser le rôle de A et BK, ça va être la probabilité d'avoir A, sachant BK fois la probabilité de BK, divisé par la probabilité, cette formule, et cette formule, ce n'est rien d'autre que la formule des probabilités totales, qui est donnée dans la diapositive précédente, qui est là, et là vous voyez, donc ici, c'est tout simplement la formule de Bayes. Ces deux propriétés que je viens de vous donner sont très utilisées dans la pratique et on va vous donner des exemples pratiques simples dans la série d'exercices afin de mieux comprendre l'utilisation de ces deux propriétés fondamentales pour le calcul des probabilités en utilisant dans le cadre des probabilités. Voilà, et je vais terminer ici